Donc bonjour à tous, je vais commencer doucement le temps, mon Dieu, il faut que j'apprenne à parler, peut-être si je vais faire des conférences sur Internet. Je vais commencer doucement le temps que les gens qui doivent arriver arrivent tranquillement. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler de GraphRag, qui est un mouvement assez récent, ça vient de 2024, mais qui correspond à une véritable effervescence et aussi un véritable ennui par rapport aux limites du RAG. Je repartirai de là pour expliquer ce qui s'est passé. Et on va voir que c'est une approche qui est à la fois très intéressante, elle répond à un certain nombre de questions d'une manière plutôt intelligente, mais spoiler, que c'est une approche qui est encore très récente, on est un peu le nez dans le guidon, on est très proche de la recherche académique, et qu'à date, spoiler, il n'y a pas un travail qui demain permettrait de faire des choses très agréables et de triompher de l'ensemble des problèmes du RAG. Ceci dit, si jamais vous êtes intéressé par le suivi d'extraction documentaire, de gestion documentaire par IA, c'est une approche qu'il ne faut pas ignorer. Alors, bon, rapidement, qui sommes-nous pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, quand bien même, en général, les gens qui viennent ici savent pourquoi ils viennent. Nous sommes une entreprise de conseil développement en IA, nous existons depuis 2019. Nous travaillons sur différents sujets, nous avons deux grandes expertises. La première, c'est suivre la recherche académique. On a pas mal de clients qui nous payent pour ça, sur un sujet donné, aller chercher ce qui a été publié durant les 2 dernières années et le filtrer, le questionner, le critiquer, le trier, parce que l'IA, c'est encore un domaine de recherche académique de pointe. Et donc, il faut suivre cette recherche pour avoir la meilleure compréhension possible de ces outils et que ça permet aussi d'éviter de se jeter dans des effets de mode qui ne sont pas justifiés. Et notre deuxième expertise, c'est l'industrialisation de l'IA. Pourquoi l'industrialisation? Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est un domaine de POC. Quelle que soit l'entreprise où vous allez, il y aura des POC IA, des Proof of Concept d'IA. Sauf que les POC, c'est bien gentil, mais entre le POC qui égaye une réunion, une présentation, des slides PowerPoint, et l'outil industriel contrôlé sur lequel on peut itérer, qu'on peut tester, qu'on peut déployer, eh bien, il y a un ravin. Et force est de reconnaître que quand on parle IA, quand on parle machine learning, deep learning, eh bien, industrialiser un outil, c'est infiniment plus complexe que le POC. Donc voilà, on travaille dans différents domaines. Ça va de l'aviation civile à l'imagerie médicale en passant par le juridique. Et je vais arrêter là cette présentation parce que je ne suis pas commercial et je ne vais pas le devenir. Et on va donc rentrer tranquillement dans le sujet qui nous intéresse. Alors, petit rappel de quoi on parle quand on parle de RAG. On parle de Retrieval Augmented Generation. Et ce sont des approches qui ont une promesse de valeur. Cette promesse de valeur étant la suivante. Vous avez une immense base documentaire. Et quand on parle de documents, on parle de n'importe quoi contenant de l'information textuelle sous forme de tableaux, etc., etc. Parce que vous avez une tonne de documents, eh bien, vous n'avez pas accès forcément à l'information qui vous intéresse à un moment T. Donc, on va mettre en place un système exploitant les large language models, donc les modèles IA spécialisés en traitement du langage, afin de faciliter l'exploration, le fait de, ouvrez les guillemets, poser des questions à la base documentaire. Cette approche, vous en avez probablement entendu parler parce que le travail initial, il date de 2021. Et déjà à l'époque, il y a eu un petit malaise entre le monde de la recherche et le monde, on va dire, industriel, parce que dans le monde de la recherche, le RAG, l'idée, c'est qu'on a une base documentaire et qu'on va entraîner le ou les modèles sur cette base documentaire. Sauf que quand je dis ça, eh bien, implicitement, si un nouveau document arrive, je dois relancer tout mon apprentissage pour pouvoir intégrer ce nouveau document. Et ce petit delta a causé pas mal de problèmes, encore aujourd'hui. Ceci dit, ça n'a pas empêché le RAG de se libérer énormément, d'être diffusé énormément, notamment parce que c'était une des premières applications qui semblait vraiment faire sens des large language models à différents sujets, et aussi parce que des bases documentaires, il y en a partout. Néanmoins, l'approche du RAG a très vite posé des questions. Et on est vraiment sur un cas de figure où, si je suis sur un POC, je veux juste faire un proof of concept, le RAG, ça va marcher. Dans pas mal de cas, je vais poser une question et j'aurai une réponse. Par contre, on aura régulièrement, souvent des cas d'erreur. Et là, l'enjeu, c'est juste de reprendre très vite, parce qu'on veut parler GraphRag aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe quand je pose une question à un système RAG? Je vais avoir une question en langage naturel et ma base documentaire aura été divisée en chunks. Ce qu'on appelle un chunk, c'est un petit bout de document, un bout de texte qui appartient à un document. Et donc, l'enjeu, ça va être d'identifier les chunks documentaires qui nous intéressent le mieux. En général, on aura un préfiltrage et ensuite, on va comparer l'embedding des chunks. Quand on parle d'embedding, on parle de ce vecteur intermédiaire présent dans un réseau de neurones qui représente de l'information.
Donc, plutôt que de travailler sur le langage naturel qui est présent dans le chunk, on va travailler sur ce vecteur d'embedding qui représente le langage et on va chercher les embeddings les plus proches de la question qui a été posée. Une fois qu'on a trouvé nos candidats, eh bien, on va récupérer le texte correspondant, on va l'injecter dans le contexte d'un large language model et on va demander au LLM de générer une réponse. Et on a plusieurs problèmes qui apparaissent directement. Déjà, ma question en langage naturel, je vais la transformer en embedding. Et ça, c'est un réflexe qu'on a en IA de faire des embeddings, sauf que ces embeddings ne sont pas des outils parfaits. Notamment, un embedding dépend du contexte. Or, quand bien même j'ai le même mot dans une question et dans un élément documentaire, le contexte de ce mot sera très différent dans la question que dans la documentation cible. Et donc, je n'ai pas forcément de garantie que l'embedding de la question corresponde vraiment à ce que je cherche. Autre problème, mon préfiltrage peut être limité. Je suis obligé de préfiltrer parce que faire des comparaisons d'embedding, c'est très coûteux en termes de calcul. On peut rater des éléments. Je fais ma distance d'embedding, ça reste une science inexacte. Et quand bien même j'ai les bons éléments, eh bien, quand j'ai un LLM et que mon LLM génère du langage naturel, j'aurai des hallucinations. Spoiler, ces problèmes-là ne vont pas être adressés par le GraphRag. En revanche, il y a deux problèmes spécifiques qui vont être adressés. Le premier, et on le voit là, c'est que quand j'ai une question, je commence par filtrer mes candidats. Donc, je ne peux pas prendre l'ensemble de la base documentaire en entrée. Et ça pose un vrai problème, d'autant plus que quand je fais ce préfiltrage, je vais utiliser des intersections de mots ou des choses de ce genre. Là, on pourrait trouver des choses plus intelligentes. Donc déjà, ce fait que le RAG ne répond qu'en utilisant une partie de la base documentaire, on va voir que le GraphRag a une prétention qui est d'adresser ce problème. Et il y a un autre problème qui est l'interprétabilité, grosso modo, et aussi la navigation dans la connaissance. Je navigue dans de la connaissance. Bon, ben, si je fais que des distances d'embeddings, je perds énormément de capacité sémantique, d'intelligence. De même que quand mon utilisateur récupère une réponse en langage naturel, bon, ben, il achète pas, mais il y a un moment, il va vouloir quand même vérifier. Et là, on a passé l'étape où les LLM, c'était tout nouveau et on pensait que c'était magique. Non, c'est pas magique. Oui, ça va régulièrement être en erreur. La question, c'est comment contrôler que c'est en erreur. Et là, pour le coup, ce contrôle est limité. Donc, le RAG, la publi originale est sortie en 2021. 2022-2023, il y a eu beaucoup de projets de RAG. D'ailleurs, en ce moment, Microsoft essaye de vendre Copilot à tout le monde pour le pire et souvent pour le pire. Mais même dans le domaine académique, on s'est vite rendu compte qu'il y avait un problème un peu fondamental. Et c'est comme ça qu'est sortie la première publication de Microsoft en 2024 qui a lancé le GraphRag. Donc, cette publication, c'est vraiment le point de départ. C'est quoi l'idée? Donc, on est en 2024, on a observé des limites au RAG. Et là, en 2024, les équipes posent un problème du RAG que je vous ai donné. Si j'ai une question sur l'intégralité de ma base documentaire, eh bien, par essence, par architecture, le RAG ne peut pas répondre. Typiquement, imaginons j'ai accumulé des publications scientifiques sur 10 ans et je voudrais poser une question, c'est quoi les principaux thèmes? Bon, ben là, ce genre de question, j'ai perdu dès la première seconde. À moins d'avoir dans le corpus documentaire une publication qui résume toutes les autres, j'ai aucune chance que dans mon filtrage, eh bien, j'ai suffisamment d'informations pour pouvoir représenter l'ensemble des choses. Donc ça, c'est la problématique qui est donnée par les auteurs pour travailler. Et ce qu'ils proposent, c'est une structuration qui passe par la génération et l'utilisation de graphes. Quand on parle de graphes, là, on parle d'un objet mathématique qui est très simple, où j'ai des nœuds, j'ai des éléments, et ces éléments sont reliés entre eux par des edges, par des liaisons, ces liaisons pouvant être qualifiées et porter de l'information. Et donc, le graphe, c'est une bonne idée pour travailler, et ce pour deux raisons. Déjà, imaginons que j'ai une base documentaire, et au lieu de faire de la distance de similarité, eh bien, j'ai des liens entre les éléments. Dans ma base documentaire, je parle d'une entité, puis d'une autre entité, et ces entités ont un lien logique, ou un lien sémantique entre elles. Exploiter ces liens, ça me permettrait potentiellement de beaucoup plus parcourir la base documentaire. Et ça me permettrait d'améliorer énormément ce qu'on appelle la retrieval phase, la phase de récupération de l'information. Deuxième intérêt, bon, si mon utilisateur pose une question et je donne une réponse, il achète pas, je suis un peu ennuyé. Par contre, si jamais je peux exposer à l'utilisateur un graphe d'entité pour lui dire, voilà, comment l'information est reliée entre elles, potentiellement, je crée de l'interprétabilité. Et ça peut être extrêmement intéressant. Donc là, on décrit l'objectif global. La question, c'est comment y arriver. Et effectivement, l'enjeu, qui ici va être très fort, c'est de dire, j'ai une base documentaire, je voudrais avoir une vision de cette base documentaire sous forme de graphe, et notamment, je voudrais que cette vision soit hiérarchique. Je voudrais avoir un unique graphe qui représente toute ma base documentaire, et qui du coup n'est pas très précis, mais pouvoir descendre dans ce graphe pour aller chercher de la précision et naviguer dans l'information.
C'est ça la promesse du GraphRag. Alors, je vais me permettre de vous présenter un peu comment le GraphRag fonctionne. Néanmoins, déjà un point d'attention sur lequel je reviendrai. Là, on est sur des travaux très récents. Et les travaux très récents dans l'académie font quelque chose d'un peu fun. Et là, le mot fun n'est pas du tout une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'ils vont créer leur propre benchmark. Ils vont dire, regardez ce qu'on fait, ça marche. Et comment est-ce qu'on vous prouve que ça marche? Eh bien, on a créé un benchmark, c'est nous qui l'avons créé, et on a testé dessus. Le problème, c'est quand on parle académie, eh bien, on a besoin d'avoir une reproduction des travaux pour pouvoir être un peu rassuré. Or, quand des auteurs sortent leur propre benchmark, ben, il n'y a pas de reproduction des travaux. Et ce que ça montre en creux, là, les auteurs, ils ne sont pas malhonnêtes, c'est juste qu'on est sur un domaine tellement jeune que ne serait-ce qu'évaluer si ça marche ou pas, évaluer des résultats, eh bien, c'est une question un peu ouverte. Et donc, je vais vous suggérer de garder un peu cette alerte en tête sur le GraphRag parce qu'on est sur des choses encore assez dangereuses de par leur nouveauté, de par leur jeune âge. Ceci dit, qu'est-ce qui se passe? Alors là, je vous montre le schéma global, mais après, je vais me permettre de le détailler parce que on va rentrer un peu dans la publi. Hein. C'est important de comprendre ce qui se passe. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un schéma avec des éléments en bleu, des éléments en vert. Les éléments en bleu, c'est ce qu'on va faire sur la base documentaire avant de pouvoir répondre à des questions. Donc on voit qu'il y a tout un traitement qui va être fait. On va partir de documents sources, on va obtenir des chunks, donc des bouts de texte. On va obtenir des entités, des relations entre entités. Ah, intéressant. Ça va nous permettre de générer un graphe de connaissances. Et après ce graphe, et on va en parler, on va le représenter par des communautés. Donc tout ça, c'est le travail quand on est sur la base documentaire. Et une fois qu'on a fini de travailler, eh bien, on va pouvoir répondre à des questions. On va avoir une question, et cette question, on va commencer à avoir des réponses par communauté jusqu'à avoir une réponse globale. Et donc, je me propose là de détailler un petit peu chaque étape pour observer ce qu'il se passe. Alors, nous avons une base documentaire, on est content. Qu'est-ce qu'on fait? Ben déjà, là, pour le coup, on va avoir un découpage très classique en morceaux de texte. Alors, je me permets de l'exposer parce que dans le travail suivant, qui est beaucoup plus appliqué, et ce coup-ci au domaine médical, on verra qu'on peut être plus intelligent en texte chunk, et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse, qu'on fasse du GraphRag ou qu'on fasse du RAG classique. Quand je découpe ma documentation en chunk, ben mine de rien, je fais une action qui a beaucoup d'impact. Hein. Je crée les unités de texte sur lesquelles je vais travailler. Et si vous avez fait un peu de RAG dans votre carrière ou vous en avez utilisé, ben vous avez dû observer que ça, c'est la source de beaucoup de mots. Si jamais mon découpage est un peu trop arbitraire, si jamais mon découpage n'est pas très intelligent, eh bien, dès la première seconde, je ruine l'efficacité de mon système. Mais bon, ça, j'en reparlerai après coup. Là, on a des documents, on génère des bouts de texte, on est content. Là où on rentre dans quelque chose d'un peu plus nouveau et d'assez intéressant, c'est que ces bouts de texte, on va appeler un LLM et on va vouloir extraire deux types d'informations. Déjà, on va vouloir extraire des entités. On va demander au LLM, OK, là, tu as un bout de texte, quelles sont les entités qui sont présentes dans ce chunk? Et puis, une fois qu'on va extraire les entités, on va réinterroger un LLM pour demander à ce LLM, OK, entre telle entité et telle entité, entre telle entité et telle entité, qu'est-ce que j'ai comme relation? Alors là, je suis obligé de faire une parenthèse parce qu'il y a deux points que je n'ai pas forcément sortis pour rester un peu au niveau, mais quand même qu'il faut vous transmettre. Déjà, attention, extraire des entités par LLM, ce n'est pas magique et ce n'est pas parfait. Si ça vous intéresse, dans la publication, il montre que, en fonction du nombre d'appels qu'ils font sur un même bout de texte, en fonction de la taille du chunk, eh bien, le nombre d'entités extraites va varier énormément. Donc là, on n'est pas sur une science exacte. Deuxième alerte, quand je demande à un LLM de générer des relations entre entités, eh bien, je fais quelque chose d'un peu dangereux. Et si vous étiez là au dernier webinaire qui portait sur la causalité avec les LLM, où déjà on avait des approches, on essayait d'extraire des liens de causalité entre entités, eh bien, si vous vous en souvenez, ça, ce n'est pas une science exacte. Et aujourd'hui, on commence à avoir des approches qui marchent bien, mais qui marchent bien d'un point de vue statistique. On va rater des choses. Donc, attention, ces entités et ces relations qu'on extrait et qui vont servir de base ensuite à tout ce qu'on va vouloir faire en termes de graphe, c'est un processus que nous, si on l'implémente pour un client, pour un projet, on a envie de tester, on a envie d'itérer dessus, voire on a envie de le spécialiser. J'y reviendrai sur le deuxième public. Ces alertes étant faites, donc j'ai des entités et des relations, et bien là, je vais vouloir les rassembler dans un graphe global. Donc là, je ne rentre pas trop dans les détails, c'est assez straightforward. Hein. J'ai des relations, des entités. Ces entités sont dupliquées, et donc je vais agréger les relations. Ah, il y a une question. Existe-t-il un... Oh, ça c'est une question formidable. Dans l'approche du GraphRag, il n'y a pas de référentiel a priori d'entité. Donc on va compter sur la mémoire du LLM, on va prier très fort, hein, en attendant le pire, et on va espérer que ça se passe bien. Néanmoins,
Ça, c'est un problème. Et c'est pour ça que dans la publication qui arrive juste après, on verra que là, il y a des référentiels externes qui sont utilisés. Et que ça va changer radicalement la qualité de ce qu'on aura. Donc, je vous donne une première réponse, mais il y aura une autre réponse qui va arriver sur le deuxième publi. Et si jamais vous n'êtes pas satisfait, je vous invite à reposer la question après qu'on ait fait la deuxième publi. Donc, j'ai un immense graphe de connaissances. Immense, immense. Je ne peux pas travailler dessus. Il est trop gros. J'ai trop d'éléments dessus. En plus, il va contenir des doublons, plus ou moins proches. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser des algorithmes de similarité de graphes. Et le but, ça va être d'identifier dans le graphe des sous-graphes, donc des parties du graphe, qui sont en fait des graphes d'éléments très proches. En fait, on va commencer à agréger des sous-graphes comme des éléments à plus haut niveau. Et c'est là où, hiérarchiquement, on va commencer à travailler pour générer des représentations de plus en plus haut niveau du graphe, jusqu'à avoir un graphe global qui représente toute la base documentaire. Et d'ailleurs, cette agrégation, elle va se faire en fait justement via la génération de communautés. Ce qu'on appelle une communauté dans cette publi, c'est en fait un sous-graphe qu'on représente comme un élément. Et comment est-ce qu'on va représenter un sous-graphe? Parce que imaginons, voilà, j'ai trouvé un sous-graphe de 10 éléments, et en fait, à plus haut niveau, je voudrais le considérer juste comme un élément. Et bien là, on va faire de la génération de résumés textuels par LLM. Chaque fois que je dis par LLM, je compte sur vous pour avoir un petit ding dans la tête qui dit « Ouh, attention, c'est dangereux ». Et effectivement, là, on a un empilage d'approches dangereuses qui statistiquement marche bien, mais qui pose plein de questions. Quoi qu'il en soit, il faut que j'arrête d'être trop critique, mais ça, c'est mon défaut. Je vois toujours les problèmes avant de voir les avantages. Là, on va hiérarchiquement créer des communautés de communautés, etc., jusqu'à obtenir un graphe global satisfaisant. Là, on a fini l'indexation. Et donc, quand on a une question, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va comparer, du coup, la question au résumé de chaque communauté à très haut niveau. Donc, on va prendre le graphe à très haut niveau. Chaque élément de ce graphe a un résumé textuel pour représenter son contenu. Bon, ben, on va commencer à regarder de quel résumé il est le plus proche. Et ensuite, on va descendre. Et le but, c'est quoi? Eh bien, c'est de récupérer les informations importantes pour ensuite les soumettre au LLM. Alors, bon, j'ai pris ce schéma dans la publi. Je ne le trouve pas très, très clair non plus. En fait, quand vous voyez ce schéma, d'ailleurs, on va regarder celui de gauche. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit le graphe issu d'une immense base documentaire. Et en fait, il faut comprendre que quand je vois une même couleur, eh bien, c'est un même élément. Ce qui n'est pas la visualisation la plus classe que je trouve, mais bon. Donc là, à haut niveau, ben, je vois que j'ai un gros élément rose, un gros élément bleu, un gros élément jaune, etc. Quand vous voyez des ronds qui sont plus gros, c'est que c'est un rond qui va se répercuter dans la hiérarchie. Donc là, je suis à niveau 0, où j'ai un gros élément rose, un gros élément bleu, un gros élément orange, etc. Et ensuite, je peux descendre d'un niveau. C'est à chaque fois que j'avais un gros élément, eh bien, je vais voir en quoi cet élément est un graphe d'éléments. Et là, j'observe plus de couleurs apparaître. Bon, c'est plus pour visualiser, parce que là, on a un dégueulis chromatique, et je ne suis pas sûr que ce soit très, très clair. Mais en tout cas, l'idée, c'est quoi? C'est qu'en faisant ça, on va représenter toute la base documentaire par un graphe hiérarchique. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce que ça va radicalement briser l'approche initiale du RAG, qui, parce qu'elle est bête, était quand même condamnée à l'échec. Alors, petite précision, d'habitude, quand je montre une publi, après, je donne des résultats avec des métriques que je critique. Là, je ne vais même pas faire ça. Pourquoi? Parce que parce qu'on est sur des publis qui sont extrêmement récentes, les comparaisons n'ont aucune valeur. Enfin, là, en plus, ils ne se comparent pas vraiment, vu qu'ils sont sur leur propre benchmark, généré par LLM. Donc, j'estime personnellement que ces métriques sont foireuses. Je montre juste un exemple de différence qui vient de la publi avec une question entre le GraphRag et NaiveRag. Donc là, ils ont pris une énorme base documentaire qui vient de Wikipédia, si je ne suis pas fou, de culture générale. Question, quelles sont les personnes publiques, enfin tout du moins, quels sont les éléments publics qui sont régulièrement mentionnés sur les articles de loisirs? Le NaiveRag, bon, on va faire du texte, c'est un LLM, youpi, et il va notamment citer des personnes. Et il va expliquer pourquoi ces personnes sont importantes. Là où le GraphRag, lui, ça va être beaucoup plus intéressant parce qu'il va donner des catégories de personnes. Autrement dit, parce qu'il a accès à une vision hiérarchique, il va pouvoir présenter dans sa réponse quelque chose de beaucoup plus global. Et là, on voit quand même, tout du moins on accepte, que les auteurs remplissent leur promesse, qui est de dire que si on a une question globale, un RAG va juste donner des éléments, mais en fait, il va être réduit par son préfiltrage, là où le GraphRag va pouvoir, dans sa réponse, donner une vision beaucoup plus globale
correspondant à la question. Un point d'intérêt quand même, et ça c'est un point plus d'alerte. Comment est-ce que les auteurs disent ça marche mieux ou ça marche moins bien? Eh bien, ils utilisent un LLM pour qualifier les réponses. Et là, quand même, un tout petit peu de recul, ça, c'est extrêmement dangereux. Attention, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas le faire. Même nous, on a des cas de figure où on n'a aucune métrique, donc on fait du LLM de métrique et on va l'appeler plusieurs fois pour avoir des statistiques. Mais on sait qu'en faisant ça, on prend un risque gigantesque. Et là, un peu de recul, on génère le benchmark par LLM et on dit qui est le meilleur avec un LLM. On a un petit problème pour qualifier ces travaux. Après, là, ce n'est pas un problème de la public, c'est un problème de tout le domaine de la recherche académique sur LLM depuis un an. On s'est tellement précipité à travailler sur ces outils que la capacité à juger de ces outils est encore assez foireuse. Et c'est pour ça que, on avait d'ailleurs une publication comme ça au dernier webinaire sur la causalité, quand les chercheurs sont sérieux, eh bien, ils vont rassembler des humains pour leur demander de juger ce qui est le mieux ou pas. Ce qui reste foireux, mais peut-être un peu moins foireux. Bon, ceci dit ici, le M est appelé sur 3 critères, dont la compréhension, la diversité, et le GraphRag gagne. Bon, alors, je suis un peu critique. Ceci dit, aujourd'hui, le GraphRag, et ça, je me permets d'en être un peu garant, est une approche plus intelligente que le RAG. Ça ne va pas résoudre tous les problèmes que je vous ai donnés en amont, mais c'est intéressant. Donc ça, c'est l'approche initiale. Et alors, il y a eu des tonnes de travaux sur le GraphRag, et je me permettrai du coup de vous donner un peu une vision d'ensemble pour finir cette présentation. Mais ce travail-là, ça vaut le coup d'en parler pour pas mal de raisons différentes. Medical GraphRag, alors le titre me fait ricaner, Towards Safe Medical Large Language Model. Le safe ici est quand même très prétentieux. Ceci dit, il y a des vrais points d'intérêt. Déjà, cette publication, elle est sérieuse. On a accès au code source sur un GitHub. On peut la reproduire, donc ça, c'est bien. Ensuite, eh bien, c'est la première fois qu'il y a eu une vraie spécialisation métier du GraphRag. Quand je parle de spécialisation métier, ce que je veux dire, c'est qu'on a une approche générique, on a un problème spécifique, et parce que ce problème est spécifique, eh bien, on a des solutions, ou tout du moins de nouveaux outils qui deviennent accessibles. On va reparler de référentiel. Et ça, pourquoi c'est intéressant, tout du moins pour nous? Parce que nous, on n'est pas des chercheurs d'Atalchimie, on est des ingénieurs. Oui, on suit la recherche, mais notre problème, c'est faire des outils. Et quand on fait un outil, on est sur un problème spécifique, avec des critères spécifiques, et on serait idiot de ne pas prendre en compte ces spécificités. Parce que sortir de la généricité de l'approche, ça permet de virer plein de problèmes. Donc ça, c'est vachement intéressant. Au-delà de ça, ce qu'on va voir, c'est que le travail est beaucoup plus spécifique, et bien travaillé et bien détaillé. Pareil, là, je vous montre un énorme schéma que je vais expliquer. Je vais ensuite détailler chaque approche du schéma. Dernier point d'attention, si jamais vous travaillez sur du RAG aujourd'hui, je vous invite à regarder ce qui se passe en GraphRag et à être un peu opportuniste en disant je ne vais pas faire du GraphRag parce que c'est récent, c'est compliqué et puis j'ai autre chose à faire. Par contre, cette approche, elle m'intéresse et je vais juste récupérer cette approche. En tout cas, spoiler, nous, c'est ce qu'on fait. Et aujourd'hui, on ne vend pas du GraphRag aux clients parce que le sujet est encore très récent et un peu dangereux. Par contre, il y a pas mal d'idées du GraphRag qu'on applique et qu'on utilise pour nos clients ou pour des produits en interne. Donc, alors petit tour d'horizon avant de rentrer dans le détail, qu'est-ce qu'on a? On a une base documentaire, on va faire déjà du chunking. Sauf que là, on va le voir, le chunking est beaucoup plus intelligent. Ensuite, on va extraire des entités. Ça, c'est un peu comme ce qu'on faisait en GraphRag classique. Et ensuite, on va lier ces entités entre elles, mais aussi à des référentiels externes. On va en parler, du dictionnaire médical, des publications médicales. Il y a déjà de l'information, il y a déjà de la structuration. On va ensuite rajouter les relations qui nous manquent. On va ensuite faire du tagging et encore une fois, utiliser une source externe pour taguer chaque élément du graphe. Et ça nous permettra de répondre d'une manière beaucoup plus intéressante à une question de quelqu'un. Donc, ça, c'est la vision globale. Avec votre permission, rentrons dans le détail. Alors déjà, le chunking, ici, et ça me permet d'en parler, et même au-delà du GraphRag, petit aparté, le chunking, je le disais, c'est la base de tous les mots. Et ça, nous, on voit souvent des sujets, quand on arrive en audit en conseil, où des gens de très bonne foi ont fait du RAG, ils ont appliqué ce qu'ils ont vu, et ils ont fait un chunking qui était de dire, dès qu'on dépasse X caractères, chunk suivant. S'il vous plaît, ne faites jamais ça. Quand vous faites votre chunking, vous faites un découpage. Ce découpage, ensuite, ça va être l'unité de travail de tout votre système. Donc, si cette unité est bête, vous allez handicaper tout votre système. Alors, il y a des chunkings qui peuvent être faits, notamment par rapport à la structure. Je travaille sur un document juridique, j'ai des paragraphes avec des titres. Un paragraphe, c'est un chunk. Enfin, là, vraiment, il faut être bête et méchant. Là, ils font quelque chose d'assez intéressant.
ils vont travailler sur des chunks et ils vont regarder d'une phrase à l'autre à quel point ces phrases sont similaires. Cette similarité, on va utiliser des embeddings ou du LLM as a judge pour savoir ça. Et du coup, on va suivre cette similarité. Et quand, du coup, la suite est beaucoup moins similaire que ce qu'on avait avant, là, on va couper. Eh bien, ça, c'est déjà beaucoup plus intelligent que ce qu'on faisait avant. À noter aussi que là, ils font une fenêtre glissante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un chunk à l'autre, il va y avoir un recouvrement de l'information, ce qui se fait déjà en RAG. Et ça, c'est très important de le faire. Pourquoi? Parce qu'on a intérêt à ce que l'information soit présente dans au moins 2 chunks dans l'absolu. Ne serait-ce que pour avoir un peu de redondance et éviter d'être dans un cas de figure où l'information qu'on cherchait a été dans un chunk unique, et ce chunk unique, je peux le rater. Donc ça, déjà, c'est assez intéressant. Ensuite, on va faire des extractions d'entités pour chaque entité. Et là, alors, ce n'est pas comme le GraphRag classique. Je sais que je vais être sur des entités médicales. Je sais déjà ce que je cherche. Des noms de maladies, des noms de molécules, des noms de substances pharmacologiques, des noms de thérapies, etc. Bon, cette intelligence, autant l'utiliser. Donc, on va extraire par type, et pour chaque élément, on a le nom, on a le type, et on a un contexte qui va être le contexte environnant. À noter qu'une même entité peut être extraite à différents endroits avec un contexte différent. Et donc là, en merge, on va soit rajouter les contextes si ça passe en termes de taille, soit demander à un LLM de résumer les contextes. Et je suis très critique des LLM d'habitude, mais faire du résumé, ça, c'est du bonheur pour un LLM. Donc, j'ai fait mon chunk, j'ai mes entités. Et bien là, on rentre dans le plus important. Ce qu'ils appellent triple linking, c'est justement de générer, encore une fois, un graphe d'informations, sauf que là, eh bien, on est en médical, donc on a déjà de l'information. Et là, on a un très, très bel exemple où j'ai de la connaissance initiale qui, en plus, peut être modélisée comme graphe. Eh bien, je ne vais pas me priver de m'en servir. Donc, je vais avoir 3 couches. Une première couche, MedVocabularies. Là, les auteurs ont parsé un gros dictionnaire médical. On est en médecine, il y a un dictionnaire qui dit ça, c'est ça. Bon. Eh bien, ça, on va le parser et on va générer des liens entre ces éléments. Attendez que je dise une bêtise ou pas? Ouh, j'ai un doute. Non, alors attendez. J'en suis sûr à 99%, mais ça, je me suis fait avoir. En fait, sur ce schéma, je vois des liens entre les éléments. Ces liens n'ont pas encore été créés. 1% de chance que je me trompe, mais je crois que c'est ça au final quand j'ai vérifié le GitHub. Oui. Donc non. J'ai mes éléments, et là, du coup, j'ai ma première couche de vocabulaire. Ma deuxième couche, c'est des publications scientifiques ou des livres de médecine. Et je vais faire des liens. Ah si, c'est ça, il y a quand même des liens internes par similarité d'embeddings, excusez-moi. Non. Je suis confus, je vous prie de m'excuser. Les liens entre éléments sur une même couche seront faits après. Par contre, quand une entité qui a été extraite arrive, je vais vouloir la lier à des éléments des 2 couches. Typiquement, j'ai extrait Covid-19, eh bien, est-ce que c'est présent dans le vocabulaire ou est-ce que c'est présent dans... Et ces liens-là, par contre, je vais les faire par similarité d'embeddings. Excusez-moi pour le cafouillage sur les similarités, mais ça, j'avais un bug en lisant la publi. Donc là, du coup, mes entités vont déjà être posées, rattachées à des référentiels qui sont qualitatifs. Ça, c'est intéressant parce que quel que soit le sujet que vous aurez à gérer demain, je vous parie qu'un tel référentiel pourra être trouvé. Et ce référentiel sera intéressant. Ensuite, là, je génère les liens entre tous mes éléments. Je fais un appel à un LLM. Et donc là, je vais commencer à avoir mon graphe global qui est correctement structuré. Et une fois que j'ai ça, là, je vais vouloir chaque élément du graphe le taguer, lui mettre une classe. Donc là, je vais prendre un groupe de tags préexistants en médical, voilà, avec des tags qui peuvent d'ailleurs se recouvrir, et je vais catégoriser chaque sous-graphe, chaque graphe, chaque élément. Pourquoi je fais ça? Parce qu'ensuite, quand je vais avoir une question d'utilisateur, les tags vont me permettre d'identifier le sous-graphe qui m'intéresse. Et une fois que j'ai ce sous-graphe d'éléments, eh bien, je vais l'utiliser et récupérer le contenu pour remplir le contexte du LLM et avoir la réponse. Et donc, petit exemple. Alors, bon, il est joli, je vais le présenter, mais après, je vais le critiquer parce que j'ai mes névroses. J'ai une question. Le graphe RAG initial va me donner une réponse avec un graphe, et déjà, ça, c'est vachement intéressant. Et projetez-vous demain sur un système RAG. Déjà, les systèmes RAG qui sont testés un peu à droite à gauche actuellement, un peu partout dans le monde, et bien, s'il y avait un graphe un peu clair avec des liens, ben déjà, l'utilisateur pourrait dire « Ok, c'est n'importe quoi, c'est pas n'importe quoi, je suis content, je suis pas content. » Le maître graphe RAG, ben, lui, va pouvoir faire des vraies références, pas des références fantasmées par LLM, mais là, des vraies références sur des vraies publications, pas d'hallucination là-dedans, c'est de la donnée contrôlée, et ça, c'est vachement intéressant. On va avoir aussi le dictionnaire qu'on va pouvoir utiliser.
Je sais que pour les référents, j'ai utilisé tel publi. Ben, je peux les mettre. Et je sais que j'ai utilisé tel terme qui sont présents dans un dictionnaire, je peux les mettre. Et au-delà de ça, j'aurai un graphe avec des relations qui sont données, mais aussi les notations de référence qui viennent des layers que j'ai intégrés de sources externes. Donc le maître graphrag est potentiellement beaucoup plus intéressant. Potentiellement parce que je vais me faire un plaisir de signaler un peu les défauts de l'approche dans un second temps. Mais ça, c'est mon plaisir personnel. Alors, dernière publi, et petite alerte, cette publi, en fait, j'ai vachement hésité à la mettre, mais vous allez comprendre après le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de publications qui sortent. En fait, ça, c'est un classique en recherche en deep learning, et c'est aussi dû au fait que les pauvres chercheurs, on leur impose de publier, donc même quand ils n'ont rien à dire, ils doivent publier. Et donc, le graph RAG, parce qu'il y a une promesse d'aller un peu au-delà de certains défauts du RAG, on a aujourd'hui trop de publis. Néanmoins, on a des courants dans ces publications qui sont pertinents, et notamment, il y a un courant dont je voulais absolument parler, c'était le fait de travailler sur les graphes avec potentiellement du graph neural network. Donc, j'ai choisi cette publi-là parce qu'elle sortait dans une review et qu'elle est pas mal. Je ne vous dis pas de reproduire ce travail-là. D'ailleurs, cette publi est encore en cours de review à l'ICLR 2025, et ça se trouve, elle va être refusée. Donc là, ne repartez pas de là en vous disant hey, « cette publi, elle est géniale », c'est pas vrai. Là, c'est juste que c'était un exemple classique pour vous montrer peut-être un moyen différent et d'ailleurs un peu plus simple de faire les choses. Par contre, ça suppose que en fait, mon information est déjà structurée en graphe. Donc ce graphe, il peut être généré en amont, comme on l'a vu, ou il peut être déjà présent. Typiquement, j'ai une tonne de publications. Ces publications se citent les unes les autres. J'ai déjà un graphe exploitable. Et je ne veux pas aller au degré de granularité du MediGraph RAG. Bon, et bien, dans ce travail-là, on a de l'information textuelle qui est présente dans des graphes. Ah oui, excusez-moi. Et aussi un point important quand même, si vous vous intéressez au domaine du graph RAG, vous allez voir sortir des modèles qu'on appelle les GNN, Graph Neural Networks. Ça vaut le coup que j'en parle vite fait, même si, à date, on ne sait pas trop s'ils vont survivre. Les Graph Neural Networks, c'est une famille de réseaux de neurones, comme les réseaux convolutifs, les transformers, les machins, qui existent depuis 2015, qui a été beaucoup travaillé, et qui permet de gérer de la donnée de graphe comme certains modèles gèrent de l'image ou d'autres modèles gèrent de la série. Et c'est vraiment une architecture qui est spécialisée pour le graphe. Typiquement, quand on travaille sur de la découverte moléculaire, on gère sur des molécules, des atomes liés entre eux, on fait du graph neural network. Quand on travaille sur des problèmes, alors ça, c'est vieux, hein, j'avais fait ça en 2016-2017, mais on travaillait sur de la modélisation réseau informatique avec des entités qui échangent, eh bien, le réseau était modélisé comme un graphe. Et le fait de modéliser ça comme ça permettait d'utiliser ces outils qui étaient spécialisés pour ça. Quand je travaille sur du graphe d'information, le graph neural network, c'est un candidat intéressant, j'ai envie de dire naturellement. Néanmoins, c'est un candidat qui est en perte de vitesse. Pourquoi ? Parce que 2-3 ans, excusez-moi, depuis ChatGPT, globalement, on a un mouvement qui est de dire, en fait, on peut utiliser les LLM pour tout. Et c'est vrai que ça a l'air de marcher. À titre personnel, mais c'est peut-être un biais, je ne suis pas fan de dire on utilise des LLM pour tout, parce que oui, le LLM gère du langage en entrée vers du langage en sortie, donc n'importe quel problème peut être modélisé, ou presque n'importe quel problème peut être modélisé comme du langage. Et oui, un graphe peut modéliser comme du langage, néanmoins, on met une charge quand même assez énorme sur le LLM. Ça, c'est un argument contre utiliser du LLM en graphe. Ceci dit, l'argument pour, c'est que depuis 2 ans, la plupart des gros acteurs travaillent à faire les plus gros LLM possibles et ont un peu abandonné les autres architectures. Et donc aujourd'hui, d'un point de vue empirique, j'ai des LLM qui savent gérer du graphe correctement. Qu'est-ce qui va se passer sur l'année qui vient ? J'en ai aucune idée. Est-ce qu'on va définitivement consacrer que le LLM, ça marche pour tout et puis on fait que ça ? Et pourquoi pas ? Parce qu'avoir un unique outil, ça simplifie beaucoup de choses. Ou est-ce qu'on va se dire, et potentiellement ça va arriver, oui, mais quand même un LLM, ça coûte cher, ça prend une tonne de calcul, et avoir des modèles spécialisés, ne serait-ce que structurellement sur un type d'information, ça a de la valeur. Ne serait-ce parce que mon modèle est beaucoup plus petit, c'est aussi un argument qui tourne actuellement. On essaye de mettre des LLM sur des mobiles. Dans beaucoup de cas, ça se passe mal. Donc peut-être qu'ils vont venir comme ça. Ceci pour dire, si jamais ça vous intéresse de vous demander ce qui va se passer en 6 mois, 1 an, on n'est pas à l'abri que les graphes neural network reviennent sur le devant de la scène. Voilà, ça c'était un aparté un peu indispensable. Ceci dit, ici l'approche est relativement simple. J'ai une base documentaire, chaque document c'est un élément d'un graphe. Eh bien, en haut, je vais faire un truc complètement classique, des embeddings, je compare, je prends les plus proches. Mais en parallèle,
je vais partir d'un élément qui est le plus proche et par de la similarité, je vais identifier ce coup-ci en travaillant uniquement sur le graphe les éléments les plus proches. Et notamment, je vais me baser sur les plus proches voisins ou les voisins communs pour dire « Ah, cet élément du graphe, il est très proche de cet élément ». Et du coup, ces deux réponses, je vais pouvoir les agréger pour essayer d'en sortir du coup un peu des choses intéressantes. Bon. À ce stade, je vais vous proposer une conclusion. Et cette conclusion, c'est peut-être le plus important. Et je me permettrai aussi de revenir un petit peu sur le premier slide de je donner les défauts du RAG, parce que parmi les défauts que je vous ai exposés, tous ne sont pas adressés par le graph RAG. Mais déjà, qu'est-ce que c'est que le graphique que je vous montre là? Eh bien, il vient d'une review. Si elle vous intéresse, n'hésitez pas à dire, vous pouvez vous retrouver le lien. Elle se trouve assez facilement. C'est la review la plus citée à date sur le graph RAG. Et regardez, depuis 2024, c'est l'apocalypse. Le graph RAG est sorti là. Alors, on a des travaux avant qui essayaient de faire du graph, mais bon, considérant que le graph RAG a vraiment lancé les choses, eh bien, depuis que c'est sorti, on a de plus en plus de publications qui sortent et ça part dans tous les sens. Et d'ailleurs, certains travaux vont essayer d'utiliser le graphe pour mieux organiser la connaissance. Certains travaux vont essayer d'utiliser le graphe pour mieux organiser la récupération de connaissances. Voire certains travaux, et d'ailleurs c'est celui que je viens de vous montrer, vont utiliser plutôt les graphes pour essayer d'intégrer la connaissance. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Déjà, là où l'académie travaille sur du graph RAG d'un point de vue global, je vous réencourage, vous, si vous êtes en implémentation, en utilisation, à être un peu opportuniste. En fait, de l'information présentée sous forme de graphe, c'est toujours intéressant. Que ce soit juste pour trouver des chunks, que ce soit pour présenter l'information utilisateur sur l'interprétabilité, ça c'est toujours intéressant. Donc là, il y a une vraie difficulté. Je vous déconseille de dire hey, je vais prendre tel travail et je vais le reproduire, ça va marcher. Ça, on est beaucoup trop récent pour que ça marche honnêtement. J'y crois pas du tout. Par contre, s'inspirer de ces travaux pour proposer quelque chose d'un peu ad hoc, ça aujourd'hui, c'est possible et ça peut être pertinent. Ceci dit, dans ces travaux, parce qu'on est très proche du guidon, on a le nez dans le guidon aujourd'hui en académie, et que, en général, en deep learning, entre les premières publications qui montrent quelque chose d'intéressant et celles qui permettent de s'en servir d'un point de vue serein, il peut se passer 1 an, 2 ans, 3 ans minimum. Là, ce temps-là ne s'est pas déroulé. On n'est pas encore dans une phase où on peut l'utiliser sereinement. Donc ça, du coup, ça crée une situation un peu difficile. Je vous rappelle quand même à titre d'exemple que régulièrement, en IA, toute la communauté académique a cru tenir quelque chose d'incroyable pour changer d'avis 2 ans plus tard. En 2021, on était convaincu que les transformers allaient révolutionner la prédiction de séries temporelles. En 2023, on s'est rendu compte qu'on avait 2 ans de publication à mettre à la benne, à la poubelle directement. On s'était fourvoyé. Donc, plus on est sur un travail récent, plus c'est dangereux. Ceci dit, oui, il y a des choses intéressantes en termes de graphes. Et peut-être pour conclure, je vais revenir là-dessus et on va voir un petit peu où est-ce que le graph RAG donne des choses intéressantes et où est-ce qu'il ne donne pas de choses intéressantes. Déjà, j'ai une question en langage naturel. Reprenons un peu les choses. Eh bien, pour trouver les chunks candidats, ça, potentiellement, c'est intéressant. Plutôt que faire un filtrage aujourd'hui, les RAG classiques, même Scopilot, on a souvent ce qu'on appelle du TF-IDF. Term Frequency versus Document Frequency. Je regarde, avant de travailler sur les embeddings, est-ce qu'il y a des mots dans la question qui sont présents dans la documentation. Ça, c'est parfaitement foireux. Bon, déjà, raisonner sur du graphe, etc., c'est intéressant. Et là-dessus, il peut se passer des choses. Il y a une question, en fait, Eric. Superbe, je prends. Alors, et comment est-ce qu'on fait l'input des weighted aggregation dans le RAG? Donc là, vous parlez… Attendez, je suis désolé, on a raté votre question. Vous parlez ici. Alors, merci pour la question. J'adorerais vous dire qu'on fait un truc extrêmement intelligent, sauf que ça fait 10 ans que je fais du deep et que j'ai perdu mon âme d'enfant depuis très longtemps. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on a un hyperparamètre pour faire un scaling linéaire entre les deux. Je crois même qu'ils sont à 0,505. Si jamais ce que je dis ne fait pas sens, n'hésitez pas à rebondir et je pourrai préciser. Sinon, j'espère avoir répondu à votre question. Mais donc, la réponse est très décevante. Et c'est d'ailleurs, je profite de la question, c'est un hyperparamètre. Et si vous avez l'habitude un peu du deep learning, les hyperparamètres, c'est une plaie, parce que ça rajoute un paramètre qu'on ne maîtrise pas, qui va changer radicalement les résultats qui va changer radicalement les résultats selon la valeur qu'on lui donne. Et ça, on n'a pas vraiment de moyen de trouver une valeur optimale, à part peut-être du black box optimization et des trucs de genre. Donc, ce n'est pas super glorieux. Reprenons. Donc, sur le préfiltrage des chunks, là, on a des choses intéressantes. Par contre, même en graph RAG,
pour dire cet élément est proche de cet élément, on reste sur la distance d'embeddings. Et ça, honnêtement, ça reste super dangereux. Pourquoi? Parce que, en tant que mathématicien, je vous le dis, oui, l'embedding, il est génial. J'ai un texte de XMO, je ne sais pas quoi en faire, je récupère un vecteur de dimension 500. Ah, je peux faire des similarités, du clustering, tout ça, c'est super. Oui, sauf que mathématiquement, un vecteur de dimension 500, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Et je vous parle en tant que mathématicien, alors amateur par rapport à des gens qui font de la recherche là-dedans, mais quand même passionné en lisant régulièrement. Dimension 3, ok, je sais où j'habite. Dimension 4, je commence à être inquiet. À partir de la dimension 10, des notions intuitives comme la proximité, la distance, on n'est même pas sûr de savoir ce que ça veut dire. Continuons. Donc, on a les meilleurs candidats. L'injection LLM, si j'injecte dans un LLM de l'information présentée comme graphe, j'ai déjà des chances d'avoir des choses un peu plus intéressantes. Ceci dit, quand j'appelle un LLM, j'ai des hallucinations et ça, le GraphRag ne peut pas vraiment gérer ça, hormis quand même sur un point important, et je vais rebondir là-dessus, qui est que quand je peux donner des vraies références et des vrais éléments de dictionnaire, eh bien, je crée une vraie interprétabilité. Attention, ce que je vous dis là, c'est que potentiellement, il va dire n'importe quoi, pas moins, pas plus qu'avant. Par contre, un utilisateur pourra plus facilement vérifier si c'est n'importe quoi ou pas. Mais ça veut dire que mon utilisateur va devoir ouvrir les références et dire, OK, est-ce que vraiment ça correspond à ça ou à ça? Donc là, on casse aussi un peu la magie du RAG et de dire, c'est un peu automatique. Et ça, je pense, c'est une fausse promesse. Un autre élément, par contre, qui est super important, je présente du graphe à un utilisateur, eh bien, je crée quand même une interprétabilité qui est beaucoup plus viable que ce que je peux avoir juste en lui donnant du texte naturel. Je rappelle que le drame du RAG, et nous, on l'a observé des tonnes de fois chez nos clients, les gens ont testé du RAG et ils sont arrivés à la conclusion, dans certains cas, ça marche, et dans certains cas, ça ne marche pas. Ça, c'est sympa pour faire du POC, mais pour un outil industriel, c'est inacceptable. Si, à chaque fois que je suis face à une réponse, je passe plus de temps à vérifier la réponse qu'à chercher moi-même, en fait, j'ai perdu. Et on retrouve un problème fondamental du deep learning. 2017-2018, on avait des tonnes de modèles qui étaient capables de dire oui, là, il y a un cancer ou là, il y a une fracture sur une image médicale. Super. Sauf que régulièrement, ils se plantaient. Et beaucoup de radiologues, à l'époque, je me souviens d'échanger des radiologues qui m'ont dit mais c'est sympa, monsieur Debert, mais si jamais il se plante dans 20% des cas, moi je suis médecin, 20% d'erreurs, je n'ai pas le droit. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, il faut que je revérifie à la main. Votre truc ne sert à rien. Et le radiologue, il a raison en disant ça. Pour conclure, un problème fondamental du RAG qui n'est pas forcément levé ici, c'est l'approche massive. Qu'est-ce que je veux dire par là? Reprenons ici. J'ai tout un travail massif depuis ma base documentaire jusqu'à avoir des éléments pour répondre. Et partir des sources documents pour arriver jusqu'aux communautés, au résumé de communauté, ça pèse extrêmement lourd. C'est du gros GPU qui tâche pendant longtemps. Je n'ai pas les métriques, ça vous intéresse, je pourrais les retrouver, mais c'était honnêtement déprimant. D'ailleurs, c'est un argument du MediGraphRag aussi pour dire, nous, on fait des choses qui vont plus vite. Ils n'ont pas tort. Mais le problème de cette approche massive, c'est que, imaginons, je fais tout ça, et puis je me rends compte, à l'utilisation, que j'ai une erreur. Je n'ai aucun moyen de corriger directement cette erreur. On reste sur des approches massives où, quand ça marche, c'est bien, quand ça ne marche pas, c'est pas bien. Par contre, comment transformer ça en outil industriel? Ce n'est pas le GraphRag qui donne les réponses. Et là, je finis sur une pirouette peu glorieuse, mais hélas vraie. Aujourd'hui, nous, on commence à avoir des réponses, mais qu'on garde pour du secret industriel, et ça, je ne vais pas parler en conférence, parce que c'est des choses qu'on a beaucoup bossé, mais le GraphRag, en tout cas, n'adresse pas le sujet d'industrialisation du RAG. Et ça, c'est dommage, même si ça donne des pistes. À ce stade, il nous reste 5-6 minutes. J'espère que c'était intéressant. N'hésitez pas à critiquer. Si vous avez des questions, il n'y a pas de questions bêtes. Toutes les questions peuvent être posées. Ceci dit, comme d'habitude, s'il y a des questions et qu'il y a confidentialité, on peut se faire un petit point et en parler ou répondre par mail. Et pour finir, le prochain webinaire devrait parler à 80% de ce qu'on appelle le Behavioral Machine Learning, donc l'IA comportementale. Alors, non, on ne fera pas d'anthropomorphisme. Ici, on préfère la science qui tâche, mais ça reste un domaine de recherche et un domaine intéressant. On parlera notamment renforcement, on parlera apprentissage par imitation, et on verra aussi les publics. En fait, on se basera sur un workshop du NeurIPS 2024 où ils observent un peu les limites, quelque part, de vouloir utiliser un LLM comme agent. Vous avez entendu parler de l'Agentic AI, c'est la révolution 2025. Bon, oui, il y a des choses intelligentes dedans, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de bullshit. Et ce sera un moyen, sans parler d'Agentic AI, parce que je ne suis pas prêt à parler d'Agentic AI, ça me fait convulser,
À date, je pense que je vois passer trop de posts LinkedIn qui promettent monter merveille avec Agentic AI. Mais voilà, en tout cas, on pourra parler un peu. Encore une question, Eric. Ouais, avec tous ces graphes de connaissances, comment être sûr qu'on a une bonne représentation du document ou même du contrôle de ce contenu? Bon, je vais partir du principe que vous voulez une vraie réponse et pas une réponse pipeau. En fait, on ne peut pas être sûr qu'on est. Alors, je vais prendre la question globalement. Avec tous ces graphes de naissance, comment est-ce qu'on est sûr qu'on a une bonne représentation du document? Là, bienvenue en enfer et quelque part, bienvenue dans le vrai sujet. Aujourd'hui, nous, quand on fait des sujets IA pour des clients, 20-30% du sujet, c'est faire de l'IA, waouh! Et 70-80%, c'est rajouter plein de moyens pour robustifier, contrôler, etc. Et là, il y a un enjeu d'ingénierie qui est potentiellement, on crée des graphes, peut-être qu'on veut qu'un expert puisse critiquer ces graphes. Donc, une méthode, il y en a d'autres, mais qui n'est pas glorieuse, mais j'en connais pas beaucoup d'autres pour de vrai, c'est de dire, j'ai l'algorithme qui génère des graphes, j'ai les métriques dessus, mais je vais aussi isoler le moment où mon expert va pouvoir naviguer dans ce graphe et le qualifier avec une boucle pour pouvoir l'améliorer. Et là, on crée un système d'itération qui permet de corriger les choses. Néanmoins, spoiler, il n'y aura jamais une parfaite bonne représentation du document et souvent, on voudra plusieurs représentations. Et nous, on a des sujets où en fait, on a plusieurs graphes qui ne sont pas en concurrence, qui ne sont pas mêlés. On a un graphe peut-être sur une vision plus grammaticale, un graphe sur une vision peut-être plus haut niveau, etc. Et en fait, chacun de ces graphes va permettre de qualifier l'information et la base documentaire pour mieux travailler et mieux itérer. Mais avoir du contrôle sur la création du graphe, là, c'est de l'ingénierie. Et là, vous voulez sortir de ces approches académiques qui, c'est leur limite, disent on a fait ça, globalement, on a ça, on est content, pour dire attendez, je mets ici, ici, ici des points de contrôle, et là, j'itère. Et là, il y a un vrai travail à faire. Je passe à la question d'Antoine Colette. Alors, une excellente question. Et Monsieur Colette, je pense, commence à avoir le bon réflexe qui chaque fois qu'on dit ou si on appelle un LLM, c'est oh merde, que va-t-il se passer? Alors, ceci dit, est-ce que les risques d'hallucination, risques d'erreur, je vais prendre les deux dans le sens. Déjà, les risques d'hallucination, quand je fais du LLM pour extraire des entités, j'ai un risque d'hallucination, mais je peux contrôler quand même que l'entité est présente dans le truc et potentiellement, je peux essayer de robustifier cet appel pour récupérer des informations qualifiées. Donc, je vais pouvoir limiter les hallucinations. Par contre, j'aurai des erreurs potentiellement. Il va me dire un truc, c'est une entité, ça n'en est pas. Ceci dit, l'intérêt de faire du MediGraphRag ou tout du moins un équivalent, c'est que je récupère une entité, bon, ok, c'est foireux, Et d'ailleurs, encore une fois, dans le GraphRag, il montre bien qu'en fonction de plein de choses, dont l'âge de leur grand-mère, les entités changent en extraction. Donc, ce n'est pas du tout un processus déterministe. Par contre, le fait de le relier à un graphe de connaissances qui, lui, est maîtrisé, ça permet vachement de limiter les problèmes. Et donc, justement, c'est là où, potentiellement, que je peux répondre à la question suivante. Sachant qu'on peut détecter l'erreur, on peut avoir un graphe corrompu, justement, en fait, il faut créer des moyens de détecter les erreurs. Et c'est là où le GraphRag générique, c'est super dangereux parce que oui, j'ai des entités. Puis je les lis entre elles, super. Je peux avoir n'importe quoi là-dedans. L'approche spécialisée où je dis, attends, je récupère une entité, mais cette entité, je vais la relier à une source externe. Et cette source externe, c'est ma Bible. Quitte à itérer sur la source externe, et bien là, je me rajoute une vraie sécurité et, à minima, je protège la qualité du graphe. Si vous avez d'autres questions, je vous en prie. Si vous avez des critiques, je prends aussi. Et j'y pense. Si jamais vous avez des sujets, vous vous dites, ce serait bien qu'ils parlent de ça, n'hésitez pas à proposer. Là, je vous expose les sujets qui sont un peu actifs chez nous et sur lesquels il y a de la recherche intéressante. Mais on a déjà eu des propositions qui ont donné lieu à des webinaires relativement intéressants. Et si vous n'avez pas de questions, il est 13h. Je vous souhaite un excellent appétit.